Bonjour, bonsoir, bienvenue à la ZX Academy. On se retrouve aujourd'hui pour commencer la néonatologie qui est une spécialité très importante qui prend en charge les maladies des nouveau-nés, surtout pendant la période entre la naissance, depuis la naissance jusqu'au 28e jour de vie. C'est une sous-spécialité de la pédiatrie et on va voir qu'il y a beaucoup de pathologies qui imposent de les prendre en charge dès que possible pour éviter le retentissement. Parce que bien sûr, la chose qu'on craint le plus, c'est surtout un problème nerveux. Donc, si nous avons un problème nerveux qui aurait pu être évité, ça va chambouler la vie de l'enfant par la suite. Donc la néonatologie, nous allons voir un ensemble de cours de cette année, qui sont surtout, qui ont une utilité dans notre pratique, donc adaptation à la vie extra-utérine, examen, etc. Et donc, on va commencer directement par l'adaptation à la vie extra-utérine. Donc, l'adaptation à la vie extra-utérine, c'est quoi? Un enfant, en intra-utérin, il recevait tout. Les nutriments, l'oxygénation, etc. Grâce au placenta. Il permettait l'apport en oxygène, l'épuration du dioxyde, l'élimination des déchets, etc. Cependant, le moment où le nouveau-né il est né, il passe d'un milieu aquatique où il baignait dans ce liquide à un milieu aérien. Et donc là, on doit voir quels sont les différents critères pour savoir s'il y a ce bon passage de cette vie intra-utérine à extra-utérine. Parce que voilà, l'enfant, il doit commencer à utiliser ses propres fonctions, notamment surtout respiratoires, avant tout. Donc ce passage nécessite une adaptation qu'on va voir respiratoire, circulatoire, digestive, métabolique et thermorégulation. On va les voir toutes une à une. On va comprendre comment elles vont intervenir pour être capables de tolérer la vie en extra-utérin. Et donc les processus, ils vont s'échelonner sur plusieurs jours, semaines ou des mois, parce qu'on va voir que l'enfant, il va subir plusieurs variations sur le plan respiratoire, pulmonaire, cardiovasculaire, les différentes voies, il y aura une atrésie de certaines parties, etc. Et donc, l'adaptation immédiate, c'est surtout l'adaptation respiratoire et cardiovasculaire. Donc, comme petit rappel, l'enfant ou bien le fœtus, avec le développement en fonction des semaines, nous avions l'apparition des alvéoles, la sécrétion du surfactant, etc., qui était très important pour assurer une bonne fonction respiratoire. Cependant, c'est pour cela, chez les individus prématurés, les enfants prématurés, il se peut qu'ils soient nés avant la synthèse de surfactants en quantité suffisante, et donc ça peut être une cause de détresse respiratoire. Voilà. Donc l'adaptation respiratoire, c'est la première étape immédiatement dès la sortie à la vie extra-utérine, donc où il y a le passage d'un poumon qui était non fonctionnel, parce qu'initialement il vivait dans un milieu aquatique, jusqu'à avoir un organe fonctionnel, capable de faire ces échanges. Et donc avant, il faisait les échanges gazeux à travers le placenta, et le poumon fœtal était rempli par le liquide. Donc voilà. Et par la suite, dès qu'il est né, on aura le premier cri. Le premier cri, c'est la première respiration de l'enfant. Voilà. L'inspiration, expiration. Et c'est ce qui va permettre de remplir le poumon d'air petit à petit et de chasser le liquide pulmonaire. Le liquide pulmonaire. Et c'est ce qui va permettre ce changement, ce passage à un poumon qui était initialement non fonctionnel à un poumon fonctionnel. Voilà, elle commence dès le premier cri. Voilà. Donc, voilà. Sinon, pour la maturation cardiovasculaire, chez le fœtus, normalement, encore une fois, il avait une circulation particulière. Notamment, il avait la circulation placentaire et qui permettait presque, elle jouait le rôle d'un cœur de l'adulte. Et donc, elle prend le sang désoxygéné et elle donne le sang oxygéné. Donc, le placenta, c'était la source de nutriments et d'oxygénation. Et donc, la circulation fœtale, elle est caractérisée par un faible débit pulmonaire au début, des résistances systémiques fœtoplacentaires basses et deux circuits qui permettent des shunts. Trois shunts. Donc, on va voir qu'il y a deux shunts, droite et gauche. Ça veut dire des communications entre le système veineux et le système artériel, ou bien le cœur droit et le cœur gauche.
notamment par le foramen ovale et le canal artériel. Donc, هادو كاينين au niveau du cœur. Donc, le foramen ovale, c'est entre les deux oreillettes, l'oreillette droite à l'oreillette gauche. Le canal artériel, c'est entre l'artère, le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte. Donc, il permet une communication de la droite vers la gauche. Et on distingue un shunt particulier dont on ne parle pas beaucoup, c'est le canal d'Arontius. Le canal d'Arontius, il permet de faire un shunt entre la veine portale et la veine cave. Voilà. Là, c'est le canal d'Arontius, il existe. Donc, ce sont des voies qui ne devraient pas exister chez l'adulte. Et donc, ça, ce sont des particularités de la circulation chez le fœtus. Parce que, comme on a dit, l'oxygénation, elle se fait surtout grâce au placenta. Le placenta qui va ensuite donner la veine ombilicale qui vont se déverser vers la veine cave, partir au niveau du cœur droit. Et à l'aide de ces shunts droit-gauche, ils vont permettre de ce sang oxygéné de passer vers le cœur gauche. Et voilà. Donc voilà, pendant la grossesse, c'est le placenta qui assure l'oxygénation, la nutrition, etc. Et donc le sang, il parvient par la veine ombilicale. Il va ensuite perfuser le foie, rejoindre la veine cave inférieure, le canal d'Arontius, etc. Donc le sang drainé par la veine cave inférieure va passer en grande partie par le foramen ovale et passer vers l'oreillette gauche. Parce que comme on a dit, le sang du placenta, il est oxygéné. Et donc il doit passer au niveau de l'oreillette, du cœur gauche. Et ensuite être éjecté au niveau de l'aorte. Et l'aorte, elle va ensuite faire revenir le sang par la veine cave au niveau de l'oreillette droite. Voilà. Dès que l'enfant il est né, dès que le nouveau-né il sort en extra-utérin, on va faire un clampage du cordon ombilical qui va fermer les artères et les veines ombilicales. Cette fermeture, elle va entraîner une oblitération des vaisseaux. Ça veut dire qu'ils vont disparaître. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une circulation en série. Et donc, s'il y a un arrêt de la circulation, on aura une augmentation des résistances systémiques. Voilà, c'est comme بحال قلتي اذا تجرحتي غدير لك activer le système sympathique vasoconstriction. Vasoconstriction, ça augmente les résistances artérielles ou la vasculaire en général. Et donc cette augmentation brutale des résistances systémiques, elle va faire diminuer les résistances pulmonaires. Parce que voilà, c'est au dépend soit système périphérique ou central. En général, إذا تركزنا على أن تكون vasoconstriction périphérique, il y a beaucoup de sang en centrale. La proche, donc au niveau du noyau. Et donc, il va induire une vasodilatation. Voilà. Et ceci va faire une augmentation de l'élévation de la saturation en oxygène du sang artériel. Une saturation en oxygène, parce que voilà, au début, le poumon, il commence à fonctionner lui aussi, et le sang, il commence à remplir les poumons. Et donc, ça se produit au même temps. Et donc, dès que l'enfant il commence à respirer, il commence aussi à faire la circulation comme celle d'un adulte. Et donc, directement, le sang qui normalement s'oxygénait par le placenta, maintenant, il va être oxygéné par le poumon. Et donc, voilà, une forte augmentation de la saturation, c'est ce qui va augmenter les catécholamines, ainsi que d'autres médiateurs, les prostaglandines, etc. Et ceci va induire la fermeture des shunts que nous avions vus. Notamment le canal artériel, le foramen ovale et le canal d'Arontius. Ils vont tous se fermer pour au final avoir une circulation. Ils ne se ferment pas immédiatement. Ils se ferment dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, ils se ferment. Pas immédiatement. Mais tout cela pour vous dire qu'il y a petit à petit le passage d'une circulation comme celle de l'adulte. Voilà. Donc ça, ce sont les deux premières adaptations les plus précoces. Les deux adaptations les plus précoces qu'il faut évaluer dès la naissance. Il faut évaluer immédiatement. Donc, comme on a dit, nous avons notre aération pulmonaire qui va entraîner une vasodilatation et baisse des résistances pulmonaires, augmentation du débit pulmonaire, une oxygénation à l'aide du poumon et le passage vers l'oreillette gauche d'un sang bien oxygéné. Donc, c'est comme la vascularisation d'un adulte. Et tout cela va permettre alors la fermeture des shunts. Et donc, ce sont les adaptations immédiates. Et donc, ce sont les critères par lesquels on va se baser pour évaluer l'adaptation à la vie extra-utérine. Et pour faire cela, on va se baser sur un score qu'on appelle le score d'Apgar. Le score d'Apgar,
C'est lui qui permet l'évaluation initiale pour voir s'il y a une bonne adaptation cardiovasculaire et pulmonaire. Et bien sûr qu'il y a la composante neurologique, voilà, le système nerveux, lorsqu'il y a un problème cardiovasculaire ou bien respiratoire, il peut retentir sur le système nerveux. Donc voilà. Si on trouve un problème au niveau de ce score, on peut dire qu'il a une mauvaise adaptation et donc là, ça indique des gestes d'urgence ou bien différentes manœuvres, différentes interventions pour aider à l'adaptation extra-utérine. Voilà. Donc le score d'Apgar, il se base sur 5 critères. Le pouls, normalement, rappelez-vous, un nouveau-né, il a une fréquence cardiaque beaucoup plus rapide qu'un adulte. Et donc s'il est au-dessus de 100 par minute, donc c'est une bonne adaptation. La réactivité, dès que l'enfant il est né, il commence à crier. Ce n'est pas normal qu'il soit silencieux. Aucune réactivité, rien. Ensuite, la coloration, un teint rosé, ça montre qu'il est bien oxygéné, il a une bonne circulation. Le tonus musculaire, s'il y a une activité importante, un bon tonus au niveau des 4 membres. Et la respiration qui est normale, elle est bonne. Voilà. En général, s'il crie, ça veut dire qu'il respire. Donc le score d'Apgar supérieur à 7, c'est une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Entre 3 et 7, c'est une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. S'il est inférieur à 3, c'est un état de mort apparent qui est une véritable urgence à prendre en charge. Voilà. Donc ça, c'est l'adaptation immédiate. Ensuite, on passe à l'adaptation thermique. Normalement, comme on a dit, l'enfant, il vit dans un milieu aquatique, réchauffé par sa mère, etc. Mais dès qu'il est né, il va subir une interaction thermique avec l'environnement. Rappelez-vous que la chaleur, il y a différents moyens de déperdition et d'interaction avec l'environnement. Et donc l'enfant, on va voir s'il est capable de lutter contre le froid. Donc on va voir s'il a les différents mécanismes de thermogénèse, etc. Voilà. C'est pour cela, bien sûr, qu'un enfant, il est suggéré de le couvrir. Parce qu'il peut se refroidir facilement. L'adaptation glycémique, donc la même chose. L'enfant, au début, il est nourri par le placenta, mais dès qu'il est né, et un clampage de l'artère ombilicale, ou de la veine ombilicale, désolé, il ne reçoit plus de glucose. Et donc c'est pour cela, il faut faire très attention. On conseille de donner le contact dès que possible. Donc en néonatologie, il faut rapidement examiner l'enfant, le nouveau-né, voir s'il est en bon état. Et si tout est bien, il faut dès que possible ne pas retarder l'alimentation. Et donc donner l'enfant à sa mère, se partager ce moment, et voilà. Par contre, si un déséquilibre apparaît, ça peut être une cause de souffrance. Entre la consommation tissulaire, la production hépatique, défaut des apports, et c'est l'hypoglycémie. Et donc c'est pour cela qu'il y a l'intérêt d'une alimentation précoce dès la salle de naissance. Voilà. Donc cette alimentation, elle aussi, elle est importante pour aider à la maturation digestive. Rappelez-vous, le tube digestif de l'enfant, il est immature. Du nouveau-né, il est immature. Bien sûr, le fœtus, initialement, il avait une nutrition hématogène, donc le tube digestif, il est non fonctionnel, mais ensuite, il commence à boire, voilà, il a ce réflexe de succion et déglutition. Et donc ce réflexe, c'est lui qui permet une nutrition entérale, donc par voie orale, et il y a avec le temps le développement de différentes enzymes, une absorption plus mature, un meilleur transit, etc. Rappelez-vous que parmi les bienfaits du lait maternel, c'est qu'il contient différents éléments qui permettent d'améliorer ou bien de faciliter cette maturité digestive. Parce que bien sûr, l'enfant au début, il est incapable de prendre quoi que ce soit à part le lait maternel ou bien le lait artificiel, mais on suggérait plus le lait maternel. Et ce n'est qu'après un certain moment de développement qu'il pourra commencer la diversification alimentaire qui devrait se faire progressivement. Nous avions déjà vu les grandes lignes des règles à respecter, ainsi que les ratios à respecter. Tout cela parce que bien sûr, le tube digestif de l'enfant, il n'est pas comme celui de l'adulte, il n'est pas encore prêt à accueillir n'importe quoi. Voilà. On passe ensuite à l'examen du nouveau-né. Donc ça, ce sont les 5 adaptations, comme on a dit.
L'adaptation immédiate, c'est surtout respiratoire et cardiovasculaire. Ensuite, nous avons l'adaptation thermique, glycémique et digestive. C'est par la suite. Maintenant, Cardiovasculaire. cardiovasculaire. Normalement, Cardiovasculaire. les chances se ferment après au moins les 3 premiers mois. Au fur et à ولكن mesure des choses. ولكن immédiatement, dès qu'il est né, la veine ombilicale, elle ne fait plus passer du sang. Donc on a une vasoconstriction périphérique et une vasodilatation centrale, ou là pulmonaire. Et donc il y a une redistribution le volume sanguin. Donc là, رجع لي bien sûr, هضرنا على هذاك الديابو باسكو bien sûr, دابا نورمالمون قال لك لور ديال لا نيسونس ياك oui, اون لي ريزيستانس pulmonaires qui sont basses ياك هادشي oui, اللي قريت oui, une chute ابخي des لي بروميير résistances pulmonaires, oui. واش نورمالمون في انترا اوتيرين تيكونوا لي ريزيستانس باس نورمالمون ولا ابخي لي كري Lors de la vie intra-utérine, le poumon, il n'est pas grandement vascularisé. Il a une vascularisation faible. Donc le poumon n'est perfusé que par une fraction minime, initialement. Il n'est pas trop perfusé. Et ce n'est qu'après la naissance qu'il va recevoir plus de sang. وي ولكن دابا نورمالمون هذيك لا نوسيون ديال لي بريسيون باس ما فهمتهاش مزيان صراحه. Bon, dès qu'il est né, pour que le poumon il soit rempli, il soit gorgé de sang, les résistances inzlo. Et la résistance, elle s'oppose au flux sanguin. Et donc, دابا باش نفهم دابا نورمالمون لي ريزيستونس سون الفي دو على داك الليكيد اللي كيكون لي ليكيد امنيوتيك اللي كيكون oui, رومبلي حنا ديجا عارفين ديجا euh, اون سي كو لا ليكيد امنيوتيك يرومبلي زعما تو الكور جينيرالمون oui, ديال لو نوفو ني دونك euh, ابخي البروميير كري عندنا داك لو شونجمون ديال هذاك l'air il va remplacer هذاك الليكيد نورمالمون oui, تماك فين غيطرى لنا داك الباس يعني جينيرالمون لا كيسيون oui, ديالي يعني انترا اوتيرين عندنا لي ريزيستانس كي سون الفي مي ابخي oui. هذاك الشونجمون كيولي باس Une baisse des ياك résistances, oui. Les résistances initialement étaient élevées. هكاك وفكرني بروف شنو كانت قالت لنا شكون اللي كيتفيرم كي فا فيرمي اون بروميير هذا لوريفيس اللي كيكون انترا اوري انتر لي زوريات ولا انتر لي فونتريكول انتر لي زارتير بلوتو L'oreillette, هو اللي كيتسد. ياك Le foramen ovale. Et le canal artériel, c'est plus tard. هبط عفاك بالنسبه لداك الشونجمون ديال لادابتاسيون افيك لا تمبيراتور Oui. نورمالمون اسمح لي L'enfant, il est réchauffé à l'intérieur de l'utérus. هادي فهمتها ولكن ابخي لا نيسونس خصو يكون يدير هاد لي كاتر ميكانيزم ديال Voilà, dès la naissance, il commence à interagir avec l'environnement. Et l'environnement qui est différents moyens de perte de chaleur. ولكن هضربها. فكرني البروف شنو كانت قالت كومون زعما Aha. واش غير دابا الا كان عنده ليبوتيرمي هي فين كنكونوا عندنا مشكل زعما Oui, في oui, c'est un grand ولكن problème. Aha. ولكن حنا ما كنعرفوش زعما بإنا ضبط إنا ميكانيزم توشي واش لو كونفيكسيون كوندكسيون Non, ما كنعرفوش إنا بالعكس راه كاينين بربعة à la fois. راه les quatre, c'est la physique هادي. C'est l'interaction avec يا l'environnement. هادشي عارف هادشي كامل Voilà. صافي هبط Voilà. Adaptation glycémique. ما كانت قالت لنا هنايا نورمالمون كنديرو لا سميتو امتى كنديرو داك التيست ديال باش كتشيرشي نيت لي بوتيرويدي حيت نورمالمون لي بوتيرويد افون لا Ah, نيسونس une goutte de sang, dit le talon. يا On va avec le papier pour voir واش 5 كدير 5 هنايا atteintes. نورمالمون ياك Oui, c'est aussi la néonatologie à la naissance. On peut dire. غيدخل في l'examen du nouveau-né. Alors, chez غنشوفوه هنايا. Donc, comme on a dit, dès que l'enfant il est né, il faut ensuite l'examiner. Donc, d'abord, on voit s'il y a une bonne adaptation à la vie extra-utérine. C'est l'urgence. S'il y a une mauvaise adaptation, il faut immédiatement le prendre en charge. Ensuite, on passe à l'examen du nouveau-né général, d'une manière générale. Donc, le nouveau-né, la période néonatale, bien sûr, elle se passe du 20e jour de la vie jusqu'au. Voilà, de la naissance jusqu'au 20e jour de la vie. C'est une phase de transition pendant laquelle le nouveau-né s'adapte à la vie extra-utérine. Et bien sûr, le nouveau-né, ce n'est pas comme l'adulte. Il y a certains critères à retenir.
Donc l'examen du nouveau-né, il permet d'évaluer la qualité de cette adaptation et de reconnaître un nouveau-né normal. Et donc tout nouveau-né doit être examiné en salle de naissance et encore une fois au cours du séjour en maternité. Donc il doit être examiné et réexaminé. Donc les objectifs, il y en a plusieurs. D'abord, voir s'il est bien adapté à la vie extra-utérine, c'est l'objectif en urgence. Ensuite, chercher s'il y a des malformations. On peut les mettre en évidence à l'examen clinique. Ensuite, évaluer le terme du nouveau-né, s'il y a un bon développement, ça veut dire qu'il n'est pas prémature. Évaluer la croissance fœtale, donc prendre les mesures anthropomorphologiques, le périmètre crânien, le poids, la taille, etc. Et au cours du séjour de la maternité, on peut faire un examen plus détaillé et donc on peut chercher plus profondément. Bien sûr, il y a des conditions à respecter. Les premières, c'est que le nouveau-né doit être mis sur une table chauffante, avec un éclairage suffisant, bien sûr, parce que comme on a dit, il, il, il est à peine capable de lutter contre la chaleur. Et donc, il est en train de s'adapter au changement thermique. Et donc, c'est pour cela, on ne doit pas s'amuser à le mettre dans un endroit qui est froid. Il faut aussi respecter les règles d'hygiène, parce que son système immunitaire, il n'est pas très puissant. Le nouveau-né doit être éveillé et calme, parce que bien sûr, les cris, ils vont fausser les valeurs. Donc un cri, il peut induire une tachycardie, etc. Il doit être loin des tétés et du sommeil. Il faut faire un examen complet des 9 systèmes. Donc on commence par l'anamnèse, donc c'est l'histoire, l'anamnèse surtout de la mère, antécédents, consanguinité, antécédents maternels, âge de la mère, groupe sanguin, pathologie rénale, pulmonaire, etc. Les données du suivi de la grossesse, si elle a été faite, donc les données de l'échographie, les sérologies, surtout la toxoplasmose, rubéole et syphilis, qui sont des infections qui peuvent être responsables d'atteintes néonatales, mère-enfant. Les échographies si elles ont été faites, le déroulement de l'accouchement, la présentation si elle est de type siège, céphalique, face. Ça nous oriente aussi pour suspecter par exemple une dysplasie luxante de la hanche. Voilà, la surveillance du rythme cardiaque fœtal, la voie d'accouchement, s'il y a un accouchement difficile dystocique ou bien utilisation d'instruments. Tout cela est très important. Pourquoi? Parce qu'un accouchement qui a été normal, il peut être traumatique. Donc là, l'examen du nouveau-né, il faut voir les signes qui nous orientent qu'il y a une souffrance quelque part. Et donc les objectifs, donc l'enquête anamnestique, chercher les grossesses à haut risque, un facteur de risque néonatal, donc grossesse gémellaire, prématurité, retard de croissance intra-utérin, éclampsie, placenta prévia, hydramnios, oligoamnios, etc. Donc là, c'est l'anamnèse. On passe ensuite à l'examen physique. L'examen physique, c'est l'inspection, palpation, percussion, etc. Donc en salle de naissance, dès que le nouveau-né, il est né, donc il doit se faire sur une table chauffante encore une fois, il faut sécher. Des obstructions rhinopharyngées, mais elle n'est pas systématique. L'examen du cordon ombilical, deux artères et une veine. Et chercher la perméabilité, notamment des couanes, l'œsophage et l'anus. Donc dépistage des malformations congénitales. Et chercher une anomalie sexuelle. Donc ce sont les premières choses à voir. C'est la, hmm. Oui. C'est la sonde nasogastrique en premier. On Yeah. cherche est-ce que l'anus, il est, l'orifice, il existe ou là, parce que c'est une urgence chirurgicale. Yeah. Euh, c'est tout, normalement. Ou, Voilà. normalement, التكنيك كيفاش كنديرو ديك لا sonde. généralement la prof je pense il a expliqué ديك المرة. Oui, la même sonde que ça fait nif, le fum, Mhm. et ensuite l'anus. Et parfois même لا صاحبي les ماشي couanes. تهلا تقول هذا ولا شي طراشيم لا. Oui, نورمالمون كنهبطو لا سونط من النيف كيهبط ليستوما باش كتعرف راسك واش هبطتي ليستوما ولا هبطتي مشيتي لشي جهة أخرى on peut insuffler de l'air et l'ausculter. Ça c'est possible. Ça c'est possible, C'est ça, voilà. c'est ça. Donc là, c'est juste voir l'œsophage. Les couanes, bon, c'est la même chose, la sonde nasale. Ou bien, Avec faire un radio de contrôle pour que si d'abord un- on a suspecté qu'on a une atrésie de l'œsophage, il faut faire la sonde et contrôler par et vérifier par la radio. La radio pour que tu ouvres un avec la sonde à la darche.
Oui, elle s'enroule au niveau de l'œsophage, ou là, au niveau de l'ébauche, les baraquines. Exactement. Voilà, ensuite chercher une anomalie sexuelle qui peut nous orienter vers différentes étiologies. Ça peut être une anomalie génétique, ou bien ça peut être une tumeur surrénalienne, etc. Voilà, généralement là, pour les garçons, on cherche la pathologie de l'orifice postérieur de l'urètre, Ah, qui est bon, fréquent, qui sinon, est urgence. les autres atteintes des organes génitaux, les lypospadias, etc. Mhm. Donc il doit être systématique et organisé. Donc on cherche d'abord les signes vitaux et après ce sont global. Donc c'est ça à peu près le score d'APGAR, voir si l'enfant ou bien le nouveau-né il est dans un bon état. Et ensuite on passe à l'examen système par système, la peau, la coloration des téguments. Là il faut noter une chose, c'est que chez l'enfant il existe une acrocyanose physiologique possible. C'est quoi l'acrocyanose? C'est une coloration bleue des extrémités et qui est normale. Ça veut dire que si on mesure la saturation en oxygène, elle est correcte. Donc elle dit c'est une atteinte physiologique. Donc voilà. Juste, c'est une caractéristique qui existe. Évoluer le poumon, la fréquence respiratoire, s'il a une respiration régulière, le cœur est hémodynamique, tachycardie, un souffle surtout, voilà. En néonatologie, on peut diagnostiquer les malformations, l'abdomen pour voir s'il n'y a pas de masse abdominale, les organes génitaux, etc. Les muscles squelettiques, le système musculo-squelettique, voir s'il n'y a pas de déformation, d'une dysplasie, le système neuromusculaire, voir le tonus passif, actif, les réflexes. Donc on peut évaluer en néonatologie, surtout par les réflexes. Donc il y a plusieurs réflexes qu'on peut chercher, les paramètres de croissance, etc. Donc voici les valeurs de référence. Donc température doit être entre 36,5 et 37,5, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, tension artérielle, la glycémie capillaire. Et voilà. Donc l'inspection, elle commence par une impression globale, l'état de l'enfant, s'il est réactif avec son environnement, s'il y a une attitude spontanée des quatre membres, ça montre qu'il y a de la spasticité qui est correcte, le tonus musculaire qui est correct, la coloration de l'enfant, s'il est rose, ou bien s'il y a une acrocyanose, ou bien s'il y a une anomalie marbrée, etc. Donc choc hémodynamique, etc. Donc l'acrocyanose qui là, il existe une cyanose physiologique possible pendant les 48 premières heures. Mais il n'y a pas de désaturation. Ça veut dire que si on mesure la saturation en oxygène, elle doit être correcte. La respiration, elle est variable dans sa fréquence. Voilà. L'examen cutanéo-muqueux, on peut chercher et trouver ce qu'on appelle le vernix caseosa. C'est un enduit graisseux blanchâtre qui couvre la peau du nouveau-né et protège des agressions extérieures. On peut trouver aussi le lanugo. Le lanugo, c'est un duvet physiologique, situé surtout au niveau des épaules, dans le dos, etc. Donc le lanugo, on va voir, c'est une tache. On peut trouver un milium, ce sont des amas sébacés punctiformes, blanchâtres, du nez et du menton. On peut trouver des taches mongoloïdes qui disparaissent, donc première bleu ardoisé, de manière élective au niveau de la région lombaire. On peut aussi avoir un érythème toxique. Mais c'est une dermatose bénigne. Ce sont des lésions maculopapuleuses, érythémateuses, survenant entre le premier et le troisième jour de vie. Donc, ce sont juste différents symptômes ou les différentes manifestations qui sont plutôt normales. Voilà, nous avons le vernix caseosa, le milium, l'érythème toxique, les taches mongoloïdes, etc. Ensuite, on va examiner le crâne. Notamment, on va mesurer le périmètre crânien. Donc, le périmètre crânien d'un nouveau-né doit être entre 32 et 36 cm. Et avec le développement, on aura la fermeture des fontanelles. Une fontanelle, donc rappelez-vous que initialement les os du crâne ne sont pas tous soudés. Il y a des fontanelles et des sutures qui sont encore molles et qui vont s'ossifier avec le temps. Et donc voilà, on peut trouver la fontanelle antérieure, la fontanelle postérieure, et on peut trouver une fermeture précoce, ça peut être une anomalie, notamment dans les cadres des craniosténoses, ou bien on peut trouver une anomalie du crâne, comme une bosse sérosanguine, ou bien un céphalohématome, etc. Voilà. Voilà un problème au niveau du crâne. Baby with microcéphalie.
une bosse sérosanguine, un céphalohématome. Donc la différence entre un du juge, c'est que le céphalohématome, il est en général dur, alors que la bosse sérosanguine, elle est rénitente. Voilà. Donc la bosse sérosanguine, c'est une tuméfaction sous-cutanée qui est molle, alors que le céphalohématome, c'est un hématome sous-périosté qui est dur, arrondi. Bon, on est qui le réniton, mais bon, ce n'est pas comme la bosse sérosanguine. Voilà. Ensuite, une inspection du visage, de la sphère ORL et le cou, pour voir s'il y a par exemple une asymétrie lors du cri. On peut avoir une paralysie faciale. On peut avoir une dysmorphie faciale qui peut évoquer une maladie génétique à type de trisomie 21 par exemple. On peut avoir une fente labiale ou bien une fente palatine. On peut palper les clavicules si elles sont fracturées, palper les muscles sternoclédomastoïdiens, rechercher des fistules ou des kystes congénitaux. Donc chercher s'il n'y a pas de malformation ou bien d'anomalie au niveau de cette région. Voilà. L'examen physique, il faut examiner l'appareil locomoteur et voir s'il y a un tonus qui est correct au niveau des quatre membres. Et donc devant toute asymétrie de position, donc là il faut suspecter quelque chose. Soit une fracture, soit une paralysie du plexus brachial par exemple, etc. Palper les clavicules, surtout si nous avons un accouchement qui est dystocique, ça veut dire un accouchement qui a été difficile, et donc peut être la cause d'un déficit. Dépistage systématique d'une luxation congénitale, très reconnu par le test la malheur de Barlow et d'Ortolani, etc. Donc, ou bien une asymétrie de gesticulation, rappelez-vous, ça veut dire qu'il bouge un pied plus que l'autre, etc. L'inspection et la palpation du rachis à la recherche d'une tuméfaction, d'une anomalie qui peut nous orienter vers une spina bifida qui est cachée, etc. Donc, une asymétrie, donc on trouve un membre qui n'est pas comme l'autre, ça peut être une anomalie neurologique. Examen de la hanche, donc Barlow, le craquement. Bon, l'inspection du rachis. Donc l'aspect cocarde, c'est la myaloméningocèle, mais ce n'est pas toujours ce qu'on peut voir. On peut voir juste une anomalie de la ligne axiale dans le cadre des spina bifida occulta. Ensuite, l'examen cardiovasculaire, donc voir la fonction cardiaque, l'auscultation, s'il y a un souffle. Donc rappelez-vous les caractéristiques des souffles et en fonction de ces dernières, on est capable de les regrouper en étiologie. Vous avez un souffle systolique, ce n'est pas comme un souffle diastolique, ce n'est pas comme un souffle continu, etc. La saturation aux quatre membres, palper les poux fémoraux, parce qu'on peut avoir une coarctation de l'aorte par exemple, une coarctation de l'aorte, voilà, il y a perception plus faible au niveau de pouls fémoral. Il doit faire une coarctation de l'aorte. Donc en général, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une hypertension au niveau des membres supérieurs avec un membre inférieur, un retard au niveau du pouls. Voilà. Ensuite, l'examen pleuropulmonaire, donc la fréquence respiratoire, etc. Le rythme, s'il est régulier, très important. Si nous avons un rythme irrégulier, ça peut nous orienter vers une anomalie ou autre. Donc, s'il y a un rythme irrégulier, c'est surtout un signe grave. Ça peut être une détresse limkhbia. Synchronisation des mouvements thoraciques et abdominaux, donc les signes de lutte respiratoire. L'auscultation, voir s'il y a des murmures, les ronflants, des crépitants, et en fonction de chaque signe, il faut regrouper en étiologie. Syndrome, étiologie. L'examen abdominal, voir s'il y a une distension abdominale, palper le foie, palper la rate, s'il y a un foie ptosé par exemple, recherche de masse inhabituelle, un rein multikystique, un tératome, un kyste ovarien, donc ce sont les masses abdominales. Donc nous allons voir plus en détail au niveau du cours de chirurgie pédiatrique la conduite à tenir devant une masse abdominale. Vérification de l'ombilique s'il y a deux artères et une veine. Ensuite, il faut examiner la région périnéale, donc organes génitaux masculins. Donc la morphologie, s'il n'y a pas d'anomalie, d'hypospadias, épispadias, s'il n'y a pas une hypoplasie. Il faut évaluer le jet urinaire parce qu'on peut avoir un syndrome des freins, des valves de l'urètre postérieur. Vérifier que les testicules sont palpés et en place parce qu'on peut avoir aussi une ectopie, c'est possible. Il faut aussi examiner les organes génitaux féminins, donc les lèvres, etc.
vérifier s'il y a la perméabilité de l'hymen, parce que, encore une fois, ça peut rentrer dans le cadre des masses abdominales en néonatologie. Même, les leucorrhées, pseudo-menstruations sont possibles. C'est une crise génitale. Donc, c'est un phénomène physiologique chez la fillette qui vient d'être née. Ce n'est pas une ménarche. C'est une leucorrhée et des pseudo-menstruations précoces qui sont possibles à cause d'un phénomène qu'on appelle la crise génitale. Voilà. Voici quelques exemples. Donc, hypospadias, anomalie de différenciation sexuelle, une extrophie vésicale, c'est carrément une atrophie de la paroi antérieure, une imperforation anale qui est une urgence chirurgicale, etc. Ensuite, l'examen neurologique. Normalement, il y a une tonicité, un tonus au niveau des 4 membres chez l'enfant, ou bien chez le nouveau-né. Donc, on évalue le tonus passif. Il y a une flexion à 90 degrés au niveau du genou, une dorsiflexion du pied, une retour en flexion de l'avant-bras, le signe aussi du foulard. Ça aussi, ce sont des signes qu'on peut chercher chez l'enfant. Le tonus actif, on peut faire l'épreuve du tiré assis, le redressement statique des membres inférieurs, et on évalue surtout, oui, هذيك زعما غراسبين وكذا voilà, et on évalue surtout l'état neurologique par les réflexes archaïques. Ce sont des réflexes qui existent chez le nourrisson, qui devraient disparaître par la suite. À noter que si on a la réapparition de ces réflexes, ça peut nous orienter vers une atteinte corticale. Le cortex cérébral est en train de souffrir, surtout dans le cadre d'atteinte frontale, les troubles à type de troubles de comportement par exemple. Donc les réflexes archaïques immégal, les réflexes de grasping, ça veut dire que l'enfant, il a ce réflexe d'attraper n'importe ce qui s'approche de la paume de la main, le réflexe de Moro, la succion déglutition, donc Ranchifrum au fur et à mesure. Donc le tonus passif, le coude n'atteint pas la ligne médiane chez le nouveau-né à terme, donc c'est la manœuvre du foulard. Donc on essaie de déplacer l'avant-bras, de faire voilà, de le rapprocher du tronc. On va voir qu'il se bloque après un certain moment. L'angle de dorsiflexion, donc le pied, il doit être à 0 degré normalement. La dorsiflexion, elle est possible chez les prématurés parce qu'ils ont encore cette élasticité. Ou le voilà, c'est pas encore donc comment le voir dans cette image. Ensuite, nous avons l'angle. لا Non. ماشي ضروري لي بريماتور. En général, les prématures, هما اللي عندهم زعما داكشي hyper laxité. وي ولكن ماشي زعما بالضرورة، وي ماشي بالضرورة. كلشي عنده زعما كلشي راه Ah, عنده لونغ سيفليكسيون ah, زيرو. d'accord, 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 d'accord. Je pense, tu as raison, même les nouveau-nés normaux. Ensuite, nous avons l'angle poplité, où on aura une flexion de 90 degrés au niveau du genou. Voilà. Ensuite, on évalue le tonus actif. C'est surtout la capacité de tenir la tête debout chez le nouveau-né. Parce que voilà, il n'a pas encore appris à marcher, la position assise, voilà la manœuvre du tiré assis. Teste la contraction des fléchisseurs de la tête. La manœuvre inverse, la contraction des extenseurs pour voir s'il est capable de tenir la tête debout. Donc, un terme, il maintient la tête quelques secondes avant de tomber. Mais avec le temps, avec la maturation neurologique, le développement psychomoteur, il va apprendre à tenir la position normalement. Et donc, ça rentre dans l'évaluation du développement psychomoteur. Donc, parmi les premières choses que va acquérir un enfant ou bien un nouveau-né, c'est le maintien de la position voilà, de la tête. Ensuite, il y a des réflexes archaïques. Ils sont présents chez le nouveau-né à terme. Leur absence, en dehors de toute imprégnation médicamenteuse et pathologique, ça peut signer une détresse neurologique et ils doivent disparaître entre 2 à 6 mois. Donc, les réflexes archaïques, il y en a plusieurs. Succion, déglutition, le réflexe de Moro, le grasping réflexe, le redressement et la marche automatique, les points cardinaux, etc. Donc, c'est ce qu'on remarque ici. Le réflexe de la succion, c'est la capacité qui lui permet de manger le lait. Parce que sans ce réflexe, le bébé ne pourrait pas vivre. Ensuite, le réflexe de Moro. Ensuite, le grasping reflex, l'appréhension des doigts. Ensuite, les points cardinaux. La marche automatique, si on tient un nouveau-né debout, il va essayer de marcher. Les points cardinaux, c'est lorsqu'on va mettre quelque chose,
l'enfant, il va orienter la bouche et les yeux vers cet objet au niveau de la joue. Voilà. Ensuite, il faut déterminer l'âge gestationnel. Donc, évaluer si l'enfant il est à terme ou bien il y a une anomalie. En général, un enfant, un nouveau-né, il doit être compris entre 37 à 42 semaines d'aménorrhée. Ce sont les valeurs normales. Sinon, inférieur à 37 semaines, c'est la prématurité. Et nous allons voir plus les détails de ce cours au niveau du cours de prématurité. Sinon, la postmature, c'est au-delà de 42 semaines. Il y a un petit problème avec les enfants post-matures parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dès la 39e semaine d'aménorrhée, dès la 39e semaine, le placenta il commence à se calcifier. Et donc là, ça peut être un problème, pour l'enfant. Un enfant qui est post-mature, il peut souffrir. C'est pour cela, voilà, il faut faire très attention. S'il commence à dépasser les valeurs, donc voilà. Ensuite, détermination. Donc, il y a des critères obstétricaux. Donc, voilà, on demande à la femme la date des dernières règles, mais elle n'est pas toujours fiable. La mesure de la hauteur utérine, elle n'est pas toujours fiable elle aussi. Sinon, l'échographie fœtale précoce, elle est l'idéal parce que c'est elle qui permet d'obtenir une date plus ou moins précise. Et à partir des informations, on se base sur des scores. Il y a des critères morphologiques, donc une appréciation à l'inspection de l'enfant. Il y a un score de phare à l'aide d'éléments morphologiques, le score de Dubowitz. Donc, ce sont deux scores qui nous permettent d'évaluer l'âge gestationnel. Donc, ce sont des critères anthropomorphologiques ou anthropométriques et qui permettent de savoir s'il est normal ou voilà. Ensuite, il faut évaluer les paramètres de croissance, donc le poids, la taille, le périmètre crânien, et de les corréler à l'âge gestationnel. Parce que bien sûr, un poids ou une taille par rapport à 30 semaines d'aménorrhée, ce n'est pas la même chose par rapport à 38. Donc il est très important de les corréler à l'âge, parce que cette corrélation, c'est elle qui va nous permettre, est-ce qu'il s'agit réellement d'un retard de croissance, ou bien c'est normal pour son âge. Voilà. Donc on va prendre l'enfant, prendre le poids dès la naissance, ensuite de faire référer à la courbe de poids, prendre la taille, voilà, le périmètre crânien, et inscrire toutes ces informations au niveau du carnet de santé. Le carnet de santé est un document médical très important, parce que c'est lui qui va nous permettre de faire le suivi par la suite de ces enfants. Et donc les nouveau-nés, s'il y a une anomalie qui a été mise en évidence, c'est le carnet de santé qui va nous faciliter la prise en charge. Et donc il est très important de noter toutes ces informations, parce qu'il facilite cette prise en charge. Voilà. Donc en guise de conclusion, le nouveau-né, dès la naissance, il va subir plusieurs changements pour s'adapter à la vie extra-utérine. Et il faut savoir une chose, c'est que le nouveau-né, ce n'est pas comme l'adulte. Et donc, il y a quelques variétés cliniques, sémiologiques à savoir pour comprendre comment explorer, comment faire un examen du nouveau-né. Et donc, un examen du nouveau-né est très important, surtout en urgence, pour voir s'il y a une bonne adaptation et ensuite de dépister d'éventuelles anomalies et d'écrire tout ce qu'on trouve au niveau du carnet de santé. Tout cela va nous permettre de faciliter la prise en charge. Donc on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce cours utile, n'hésitez pas de laisser un like et un joli commentaire. On se verra bientôt, Inch'Allah. Bon courage!